Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et je vous accompagne à retrouver une relation sereine et intuitive avec votre alimentation. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui vous accompagne à reprendre le pouvoir dans votre relation avec la nourriture, à sortir des injonctions de la culture des régimes et à ne plus vous sentir seul avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La pleine conscience du pouvoir. Je reçois aujourd'hui Florence Gillet, créatrice du compte Instagram Je n'ai plus mes règles et co-auteure du livre du même nom, Je n'ai plus mes règles, qui présente la méthode All-in. Alors nous allons bien sûr parler de tout cela plus en détail et ce que je trouve très intéressant dans l'approche de Florence, c'est qu'elle se complète parfaitement avec la thérapie d'alimentation intuitive. Vous allez comprendre pourquoi. Bonjour Florence. Bonjour Anne. Je suis très très heureuse que tu aies accepté mon invitation pour enregistrer cet épisode. Ravie que nous l'enregistrions aujourd'hui alors que nous sommes en presque début d'été. Il sera diffusé un petit peu plus tard après la rentrée, mais voilà, où nous transpirons. En tout cas, moi je transpire. Et alors donc j'ai fait une présentation fort succincte, mais est-ce que tu souhaites la compléter et comment souhaites-tu la compléter, Florence ? Oui, alors déjà, merci beaucoup de m'inviter sur ton podcast, qui est toujours plein de bonnes informations. Ça me touche beaucoup que tu donnes du temps au sujet qu'on va couvrir aujourd'hui, qui est typiquement de l'aménorrhée hypothalamique. Donc, moi, aujourd'hui, je suis coach certifiée en psychologie alimentaire. Donc, j'ai suivi une formation un petit peu plus pointue que, je dirais, la moyenne. C'est assez niche, ce que je fais. Et ce qui m'a amenée, en fait, à vouloir me former là-dedans et soutenir des personnes qui ont des difficultés, une relation troublée à l'alimentation, mais aussi à leur image corporelle. C'est ma propre histoire. Moi, j'ai souffert aussi d'une alimentation troublée comme ça. Je n'ai jamais été diagnostiquée avec un trouble du comportement alimentaire clinique, mais je pense que c'est simplement parce que je n'étais pas assez maigre. Donc, c'est-à-dire que j'avais tous les symptômes psychologiques et physiques aussi de la restriction, mais jamais personne ne s'en est vraiment inquiété parce que mon poids était a priori normal. Et donc, j'ai passé une bonne décennie comme ça à, je dirais, vilipender de ce que j'avais mangé, avoir beaucoup de culpabilité, beaucoup de restrictions. Et la première fois que je me suis rendu compte que ça me posait un vrai problème de santé, tout ce que j'avais mis en place, parce que jusque-là, je m'étais dit que c'était plutôt bien, c'est quand j'ai arrêté la pilule contraceptive pour avoir un enfant. J'avais 28 ans. Donc, j'étais censée être au top de ma santé, de ma fertilité. J'avais implémenté depuis quelques années une routine assez sévère de comment je mange, comment je bouge, etc. J'avais évidemment perdu du poids, ce que je pensais être une bonne chose. Sauf que quand j'ai arrêté la pilule contraceptive, je me suis rendu compte que j'avais plus de cycle menstruel naturellement. Et ce, rappelons-le, malgré un poids considéré comme normal, dans les clous. J'étais à la limite inférieure, donc j'étais dans un poids normal, mais à la limite du sous-poids. Mais c'est vrai que ça n'a inquiété personne, a priori, en tout cas pas le corps médical. Et donc, à cette époque-là, je reçois le diagnostic d'aménorrhée hypothalamique. Donc déjà, c'est une chance parce qu'il y a beaucoup de femmes qu'on diagnostique pas correctement, ou alors on leur dit non, c'est pas grave, on pose pas les bonnes questions. Est-ce que est-ce que vous mangez suffisamment? Quelle est votre relation à l'alimentation, au sport, au corps, tout ça, au poids? Et par contre, on me laisse vraiment en me disant deux choix, vous voulez pas d'enfant, on vous remet sous pilule, vous voulez un enfant, c'est fécondation in vitro. Et alors là, ça a été ma première prise de conscience qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas dans ma routine et mes habitudes. Et
À l'époque, j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur Internet sur des personnes qui connaissaient ce problème et qui pouvaient en fait y trouver une solution naturelle. Mais ce qui m'a poussée en fait à me lancer dans le coaching, c'est que surtout dans le monde francophone, je voyais pas ce genre d'informations circuler en fait. Donc des années plus tard, après que j'ai retrouvé un cycle sans jamais travailler mon côté psychologique et mon image corporelle. Donc forcément, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? J'ai rechuté. Mais oui. Donc j'avais fait le travail de retrouver des cycles, donc de manger plus, de me reposer plus, on va en parler plus en détail après. Mais j'avais pas changé ma vision de l'importance de l'apparence, de ce que ça voulait dire le poids, de comment s'alimenter vraiment de manière équilibrée. Et donc, à la première occasion, en fait, je suis retombée dans des troubles du comportement alimentaire. Et oui, la restriction est revenue. Exact. Et puis, je pense que c'est un peu une forme de béquille émotionnelle aussi. Bien sûr. Cette dépendance à contrôler le poids, le corps. Et donc, quand j'en suis finalement sortie, encore des années plus tard, je pouvais pas retourner dans mon job précédent. Je travaillais dans la communication. Et je me suis un peu cherchée pendant tout un temps et je me suis rendu compte que j'étais passionnée par toutes ces questions d'alimentation troublée, de rapport au corps. Et donc, je me suis formée en tant que coach certifiée en psychologie alimentaire et vraiment avec l'accent sur l'image corporelle, en fait, sur améliorer l'image corporelle. Oui. Et là, par rapport à l'aménorrhée, je suis en contact avec une scientifique américaine. Donc, depuis que moi, j'ai eu l'aménorrhée, c'est-à-dire en 2009. Oui. Et en 2021, on décide de faire traduire son livre en français, qui est aujourd'hui le livre « Je n'ai plus mes règles ». Donc, moi, j'ai rien écrit de ce livre. Je l'ai simplement fait traduire et éditer pour qu'il parle à un public francophone. Mais c'est le livre de référence sur l'aménorrhée hypothalamique. Donc, la perte des cycles due à une insuffisance énergétique. Ok. Alors, je reste avec ton parcours. Hein. Ça te va si je te pose quelques questions à ce sujet-là parce que si j'ai bien compris, ça a commencé vers tes 18 ans, quelque chose comme ça. Hein. Tu parlais d'une dizaine d'années. Non, j'en avais déjà 28. Oui, donc, mais quand ça a commencé, quand cette restriction s'est mise en place... J'en avais 25. Ok. C'est vraiment l'année de mon mariage. Ah, en fait. Parce que la question derrière la question, c'était qu'est-ce qui a déclenché en fait ? Comment ça a commencé ? Alors c'est super intéressant parce que je pense que j'avais un certain nombre de facteurs qui étaient en place pour me rendre potentiellement plus sensible au TCA. Oui. Entre autres, le fait que j'ai une enfance assez troublée, des rapports familiaux compliqués, j'étais victime d'inceste, une enfance vraiment chaotique et pas forcément énormément de référents parentaux qui étaient solides et attentifs. Pas par leur volonté, mais parce que eux-mêmes étaient dans des difficultés psychologiques. Et puis, du coup, j'étais devenue vraiment très perfectionniste. Donc ça, aujourd'hui, je sais que c'est un peu le terreau des TCA. Et à mes 25 ans, ce qui s'est passé, c'est que... Donc moi, j'ai grandi en Belgique jusqu'à 25 ans. Et à 25 ans, je quitte la Belgique pour aller vivre dans un autre pays. C'est l'année où je vais me marier aussi. Donc, je suis mon fiancé, qui est toujours mon mari aujourd'hui, et on s'en va vivre à Londres. Et lui travaille énormément à cette époque. Donc, il y a un peu une confluence des facteurs qui fait que je suis dans une certaine solitude. Je suis obligée de me recréer un cercle social, une vie professionnelle, des habitudes. Tout est différent, même si, on peut argumenter que Londres et Bruxelles, c'est pas une énorme différence. Mais quelque part... quand même. Voilà. Parce que la langue, La langue, moi, j'avais la chance d'être déjà bilingue, donc quelque part, ça, j'ai pas trop galéré. Mais c'est vrai qu'il fallait reconstruire une vie là-bas. Et je le savais pas à l'époque, mais j'étais un peu déracinée, en fait, de tout ce que je connaissais.
Et la personne que j'avais suivie était pas disponible du tout. Lui, il bossait des journées de fou, donc on était plus. J'allais me marier. Alors ça, c'est le truc qui m'a vraiment mise sur la voie des régimes. C'est que j'ai commandé ma robe de mariée à peu près 1 an avant de me marier. Ah oui. Et à cette époque, je me souviens que je me suis dit, bon, maintenant, je peux plus bouger. Je peux pas changer. Ce qui est représentatif culturellement, je pense, des idées qu'on se fait, parce que la robe de mariée, c'est probablement la robe la plus chère qu'on va jamais acheter, qui est faite sur mesure, a priori, qui est adaptée au corps de la mariée. Donc, je sais pas pourquoi je m'étais mise en tête que c'était mon corps qui devait se maintenir et pas, en fait, la robe qui devait s'adapter à moi. Moi, j'ai ma petite idée sur le pourquoi, parce que je pense que personne, si, nous, aujourd'hui, mais ne voit la chose dans l'autre sens, en fait. Exact. Pour les femmes. Pour les femmes. Parce que pour les hommes, c'est pas pareil. Ah bah oui. Et puis il va peut-être pas s'y prendre 1 an à l'avance, tu vois, pour commander le costume. Exactement. Ou on fait des ajustements juste avant. Absolument. Et il faut se rendre compte que donc l'époque où je déménage à Londres, c'est l'apogée de Kate Moss. Ok. Donc c'est la grande époque où Kate Moss est partout, tout le temps. Donc c'est un peu l'apogée de ce physique brindille. Donc moi je suis pas du tout hors norme à la base, mais je suis pas brindille. Je suis grande, je suis un peu plus large, je suis pas du tout la petite fine, pas du tout. Et quelque part, je pense que ça aussi, ça a joué. Moi, j'étais grande consommatrice de magazines ados et féminins en grandissant. J'étais fan de mode. J'avais en fait intégré tous ces messages sur le corps féminin. Et donc, il y a un peu vraiment cette confluence de facteurs, je pense, une incapacité de gérer mes émotions et ma difficulté à toute seule, et cette angoisse quelque part de se marier, du jour du mariage, des photos, de tout ça. Et du coup, je me rappelle qu'en Angleterre, à l'époque, il y avait cette campagne qui disait manger 5 fruits et légumes par jour, et ça commence aussi simple que ça. Oula, c'est-à-dire que c'était pas du tout à l'époque, je suis pas partie tout de suite dans un extrême. Je me suis juste dit bon, il faut que je mange plus de fruits et de légumes, je vais peut-être manger moins de trucs gras, sucrés, etc. parce que je veux pas changer de poids. Et puis je me suis mise à courir parce que je pense qu'il y avait un certain ennui. Et donc je me suis mise à courir un petit peu, puis un petit peu plus, puis un petit peu plus, et de fil en aiguille, avec les commentaires positifs de mes collègues. Ben oui. Parce qu'évidemment, quand on est une jeune femme et qu'on perd du poids, on nous congratule. Et j'avais mis le doigt dans l'engrenage parce que comme je cherchais beaucoup la valorisation dans l'œil de l'autre, et en fait, j'étais partie pour continuer comme ça. Après, j'ai commencé à compter mes calories, à faire plus de sport, à m'imposer de courir 10 kilomètres quand j'y allais. Comme j'étais beaucoup toute seule, je sautais des repas. J'avais un comportement totalement normal devant les autres. On allait bruncher le week-end, c'est tout à fait normal. On mangeait plus à ce moment-là. Mais c'était quelque part calculé, réfléchi, compensé. Et je me souviens à cette époque-là d'avoir beaucoup d'insomnie, en fait, de faim. Ben oui. Et de pas à l'époque me dire mais en fait c'est quoi ton problème, nourris-toi. De simplement être dans cet esprit très perfectionniste et déterminé qui fait que t'as faim mais non, t'attendras demain matin. C'est ça. Donc, tu lâches pas la consigne en fait, il y a une inflexibilité dans ces consignes là. Total. Et je pense que c'était une manière pour moi de passer au travers une période d'isolement en fait, difficulté mentale. Bien sûr. Et j'avais pas d'autres moyens de gérer mes émotions. J'avais pas appris et j'avais pas vu mes parents gérer leurs émotions de manière équilibrée en fin de compte. C'est ça. Ouais. Donc voilà. Alors je tiens à dire, en aucun cas je ne blâme ma famille, mes parents. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. J'avais un papa très malade, bipolaire, alcoolique, etc. Donc en aucun cas, il n'a souhaité le faire pour me faire du mal. Bien sûr. Mais c'est vrai que beaucoup, beaucoup plus tard, et encore aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'était compliqué pour moi de gérer mes émotions, vu que je n'avais jamais vu un adulte équilibré autour de moi. Et oui, il n'y avait pas de référence ni d'apprentissage. Cette idée
d'avoir une certaine anxiété, une forme d'anxiété latente et de m'investir dans le sport, le contrôle, ça calmait en quelque sorte mon anxiété. Ça me donnait une sorte de sentiment de force et de puissance parce que j'étais valorisée dans l'œil de l'autre. Et si j'explique tout ça, c'est parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître quand on va un peu plus... on dépasse la surface de « j'avais des problèmes, maintenant j'en ai plus ». C'est très profond, en fait. Oui, complètement. C'est presque identitaire. Mais oui. Et je reste aussi avec ce que tu disais autour du trouble qui n'a jamais été diagnostiqué. Parce que au niveau physiologique, sauf, parce qu'il y avait quand même l'aménorrhée, mais voilà, avant de découvrir cette problématique-là, il y avait aucun signal d'alerte. Mais vraiment, j'ai envie de réinsister, et souvent les témoins en parlent aussi autour particulièrement de l'anorexie. C'est une maladie mentale. Alors, il y a des répercussions physiques, mais c'est une maladie mentale, donc invisible. Elle peut potentiellement être invisible. Et on est tellement dans les clichés autour de l'anorexie de la jeune fille très très maigre. Alors ça existe bien sûr, il n'est pas question ici de dire que hospitalisée avec une sonde gastrique, etc. Qu'en fait, il me semble, tu vas me dire si tu es d'accord avec ça, que finalement pas mal de diagnostics passent à la trappe, en fait, que c'est finalement relativement sous-diagnostiqué comme trouble, tout comme peut l'être la boulimie vomitive, qui est elle aussi invisible, en tout cas au départ, invisible à l'œil nu. Donc c'est ça aussi que je trouve intéressant dans ton témoignage, c'est de rappeler que c'est pas parce que on n'est pas dans un IMC potentiellement dangereux ou qui nécessite une hospitalisation qu'on ne souffre pas de cette maladie. Complètement. Et je pense que, moi, mon coaching se dédie vraiment au genre de personnes qui sont dans cette situation. Oui. La première fois que je rencontre mes clientes, je fais une première consultation de 30 minutes. L'objectif, c'est de déterminer, en fait, est-ce que la personne est dans un trouble déjà trop avancé, trop installé? Parce que là, je pense pas que moi, je pourrais aider cette personne. Il faut une vraie équipe pluridisciplinaire autour de soi, avec un médecin, un psy, potentiellement un psychiatre, potentiellement des médicaments, etc. Donc, je fais de mon mieux pour identifier, est-ce qu'on est dans le cadre d'une personne qui est plutôt dans une alimentation troublée, une relation troublée au corps, et qui veut sortir de cette relation troublée et a besoin de cette espèce de petit coup de pouce et pas mal de psychoéducation, en fin de compte, de se dire, le souci ici, c'est pas tellement l'alimentation, c'est en fait les émotions, comment on gère l'inconfort, comment on se définit, etc. Mais je travaille pas forcément avec des cas de TCA vraiment cliniques parce que je suis pas assez formée pour ça. Et je suis d'accord avec toi complètement. Moi, s'il y avait même un professionnel de santé qui m'avait dit comment vous réglez la question de qu'est-ce que vous mangez, quand est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous choisissez au supermarché, des questions peut-être anodines, qui semblent anodines. S'il y avait même une personne qui m'avait posé cette question, il se serait tout de suite rendu compte, mais en fait, c'est quelqu'un qui vit dans une restriction continue. Mais par exemple, quand tu dors pas la nuit et tu te dis, tiens, je fais des insomnies, tu fais pas tout de suite le lien au fait que t'es pas assez nourri, déjà. Mais oui. Et même si tu faisais le lien, en fait, tu vas le dire à qui? C'est un peu, il y a un sentiment aussi c'est assez révélateur et c'est parfois un peu chargé de honte, quelque part. Mais oui. Et je pense aux gens qui s'approprient, des comportements qui ressemblent à de la boulimie, mais qui le font pas hyper souvent, par exemple. C'est pas des choses qu'on va partager de manière ouverte et facile au premier venu, je vais dire. Donc, il y a évidemment cet élément de secret qui existe. Et puis, en plus ça s'installe, au plus évidemment c'est compliqué à désamorcer. Mais oui. Et je pense que, comme moi, j'avais eu beaucoup d'expérience avec des hôpitaux psychiatriques, etc. depuis mon enfance, pas pour moi, mais pour mon père. J'avais une certaine méfiance vis-à-vis de la profession et d'aller consulter. Donc oui, c'est très délicat, c'est compliqué. Il y a plein de choses à prendre en considération. Et moi, c'est clair qu'on m'a regardé simplement d'un point de vue extérieur. Donc on s'est dit, elle n'a pas l'air malade. Et d'un point de vue poids. C'est ça.
c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, moi, je travaille de manière vraiment inclusive. J'applique la méthode qu'on appelle en anglais « Health at every size ». Donc, c'est une méthode qu'on peut traduire par « santé à toute taille », à tous les poids, exactement, où en fait, on retire l'importance du poids et on se penche beaucoup plus sur la relation à l'alimentation, la relation au corps, au sport, à des limites aussi psychologiques, ce dont on a besoin pour prendre soin de soi. Parfois, c'est mettre des distances avec certaines personnes autour de nous, etc. Donc, c'est une vision de la santé qui est complètement révolutionnaire par rapport à ce qu'on connaît. Mais oui, carrément. Alors, venons-en plus précisément, si ça te va, maintenant à cette méthode all-in et aussi à peut-être redéfinir l'aménorrhée hypothalamique. Alors, nous en avions parlé aussi avec Alexandra Portail, puisque nous avions enregistré un épisode sur l'aménorrhée hypothalamique également. Alors, j'ai pas fait mes devoirs, comme souvent, donc je n'ai pas en tête le numéro de l'épisode, mais vous l'aurez dans l'article sur le blog ou la description du podcast. Mais ça me semble important, voilà, parce que 2 fois valent mieux qu'une, de redéfinir, parce que il me semble qu'il y a différents types d'aménorrhée. Donc, ce dont nous allons parler là, c'est cette aménorrhée hypothalamique. Donc, peux-tu nous la redéfinir, s'il te plaît, Florence ? L'aménorrhée, c'est l'absence de cycle menstruel chez des personnes qui sont censées avoir un cycle menstruel. Et on définit cette absence à partir de 3 mois. 3 mois ou plus d'arrêt des menstruations. La première cause d'aménorrhée, typiquement, c'est la grossesse. C'est vrai. Donc, en général, on commence par vérifier qu'il n'y a pas de grossesse pour laquelle la personne ne se serait pas rendue compte. Et puis, oui, il peut y avoir toutes sortes d'aménorrhées différentes. Souvent, les hormones peuvent jouer un rôle. Ça peut être thyroïdien, ça peut être un surplus de prolactine, qui est l'hormone de l'allaitement, en fait. Oui, parce que l'allaitement aussi peut prolonger cette aménorrhée post-grossesse. Oui, tout à fait. Ça peut être évidemment un problème physiologique aussi. Il peut y avoir dans le corps de la personne quelque chose qui fonctionne pas forcément. Et donc, c'est pour ça que cette aménorrhée hypothalamique, elle fonctionne sur un diagnostic d'exclusion, en fait. Donc, on exclut les autres raisons potentielles de ne pas avoir de cycle. Et pourquoi elle s'appelle hypothalamique ? C'est parce qu'en fait, elle vient de l'hypothalamus, qui est une petite glande qu'on a dans le cerveau, qui fonctionne un petit peu comme un centre de contrôle, qui reçoit des signaux du corps et des signaux hormonaux en fonction de comment on vit, comment on mange, comment on bouge, etc. Et qui, à son tour, du coup, juge de la disponibilité énergétique dans le corps. Pour faire simple, en fait, elle juge de combien on a d'énergie disponible pour faire fonctionner toutes les fonctions du corps. Et en fonction de ça, elle envoie des ordres aux différents organes et aux différents hormones dans le corps. Et ce qui se passe avec l'hypothalamus, c'est que c'est lui, normalement, qui déclenche un signal qui va à l'hypophyse, une autre glande du cerveau, et l'hypophyse qui, elle, déclenche le travail des organes sexuels. Donc, ces organes-là qui vont ensuite créer le fait qu'on a des estrogènes, de la progestérone, qu'on fait croître des petits ovocytes chaque mois, et puis il y en a un qui est dominant et qu'on ovule, etc. Et cet hypothalamus, il réagit de manière négative à un déficit énergétique chronique. Ça veut dire que le déficit énergétique, on entend souvent parler dans l'industrie des régimes, du culte de la minceur. C'est ça qu'on cherche à atteindre pour perdre du poids. Mais oui. Mais ce qui se passe, c'est que si on est dans ce déficit chronique d'énergie, eh bien, il y a un moment où l'hypothalamus décide, nous n'avons pas assez d'énergie disponible pour faire fonctionner des fonctions non essentielles à la survie. Exact. Alors, non essentielles à la survie, la fertilité est une de ces fonctions. Mais il y a aussi la densité osseuse, il y a aussi la température du corps. Donc, quand on est dans un trouble du comportement alimentaire ou une alimentation troublée, qu'on a froid tout le temps, en fait, c'est notre hypothalamus qui dit moi, je chauffe plus ici parce qu'il n'y a pas assez d'énergie pour chauffer. Je peux pas mettre et pour faire fonctionner le cœur, les poumons, tout ce qui est essentiel à la survie. Donc, quelque part, cet hypothalamus, il nous protège. Mais oui.
quand il arrête la fonction de fertilité, c'est parce qu'il juge qu'on est dans une situation de famine quelque part. C'est ça, ben oui. C'est important de mettre ce mot-là, je trouve. C'est une alerte, quoi, vraiment. Absolument. Parce que si on est dans une situation de famine, imaginons qu'on est Cro-Magnon, eh bien, le corps s'arrête de produire des ovulations aussi pour protéger les femmes de ne pas avoir des grossesses dans des corps en fait où elles ne peuvent pas alimenter la grossesse et se sauver autant elles que leurs enfants. Exact. Donc il y a un mécanisme là-dedans qui est assez positif de protection du corps qui nous permet de nous maintenir le plus possible en vie avec le moins d'énergie disponible. Mais c'est évidemment pas un processus qu'on veut maintenir sur le long terme parce que quand le corps n'a pas assez d'énergie pour faire des fonctions qui sont non essentielles, eh bien, en fait, c'est là où on commence à avoir un certain nombre de problèmes, pas seulement de fertilité, mais j'ai parlé de la densité osseuse, qui est le gros souci de l'aménorrhée hypothalamique, et où, en fait, on peut se retrouver dans une situation d'ostéoporose très, très jeune. Et je pense que l'ostéoporose, parfois, on a tendance un petit peu à la banaliser. Vivre avec une ostéoporose, c'est littéralement mettre le pied pas tout à fait droit sur un trottoir et se casser le pied. C'est se taper la main contre un tiroir et se casser la main. Donc ça rend nos os vraiment ultra fragiles et c'est hyper handicapant au quotidien. Mais oui. Donc, est-ce que ça répond à ta question ? Oui, tout à fait, oui. Et je suis vraiment effarée, c'est pas le bon mot parce que ça peut être un peu négatif, mais je vais dire effarée parce que j'en trouve pas d'autre, de l'intelligence du corps, tu vois, de cette machine merveilleuse qui a tout prévu, en fait, qui a tout prévu. Toujours. Et que si je suis en état de famine, ok, il y a des alertes, tac, bon, ok, ça on le fait plus, ça on le fait. C'est comme si je voyais un grand tableau de bord, tu sais, comme, c'est un peu comme dans Vice-versa, je sais pas si t'as vu le dessin animé, bon là c'est centré sur les émotions qui prennent le contrôle, tu sais, dans le cerveau. Là, cette tour de contrôle de l'hypothalamus, tu vois, j'imagine un petit bonhomme là-dedans ou une petite bonne femme. Allez, on va rester une petite bonne femme qui est là, qui dit non, là je coupe, là je mets, bon attends, qu'est-ce qu'on fait ? Bon allez, envoie un peu de fuel dans la machine là parce que ça va plus être possible. Et notre corps, il est toujours notre allié en fait, c'est-à-dire que quand on se rend compte qu'on est dans cette situation d'aménorrhée hypothalamique, parfois on est en colère contre notre corps. Quand on se rend compte que il va falloir que je mange plus, il va falloir que je fasse moins de sport, etc. pour en sortir. J'ai pas envie, je veux maintenir ce corps que j'ai façonné. Donc c'est normal de ressentir ces émotions-là et néanmoins c'est important de se rappeler que notre corps, en effet, il fait toujours de son mieux pour nous maintenir dans une situation la plus bénéfique possible. Donc voilà, l'aménorrhée hypothalamique, du coup, elle se diagnostique vraiment en éliminant les autres causes potentielles d'aménorrhée. Et puis évidemment, une fois qu'on creuse et qu'on se demande comment est-ce que la personne mange, comment est-ce qu'elle fait du sport, est-ce qu'il y a beaucoup de culpabilité autour de l'alimentation du sport, si je le fais pas, si je le fais, qu'est-ce que j'ai mangé, comment j'ai mangé, etc. Là, ok, ça c'est des facteurs qui jouent un rôle. Et puis évidemment, il y a cette notion de perte de poids aussi. Donc on peut avoir perdu du poids et pas forcément beaucoup. C'est pas forcément. Je parle pas de perdre 100 kilos, quoi. Je parle ça peut être même 3-5 kilos. Ah, d'accord. C'est important que tu précises ça, que là aussi c'est loin des clichés, tu vois, qu'on peut avoir sur une restriction dans l'anorexie diagnostiquée. Ça peut commencer avec peu de kilos finalement. Parce qu'il y a un élément génétique. Donc, on a toute une sensibilité différente. Notre hypothalamus a une sensibilité différente d'une personne à l'autre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'aménorrhée hypothalamique, elle ne fait plus partie des critères de diagnostic de l'anorexie. Pendant longtemps, on disait que pour être anorexique, il fallait avoir perdu son cycle menstruel. Jusqu'au moment où on s'est rendu compte, il y a des femmes qui sont dans une anorexie très sévère, qui néanmoins maintiennent leur cycle menstruel. Pourquoi ? C'est vraiment purement génétique, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. On n'est pas toutes égales devant le déficit énergétique et comment le corps arrive à y répondre. Donc, ça veut dire que pour certaines femmes, elles peuvent avoir perdu 3 à 5 kilos. Potentiellement, elles l'ont perdu il y a longtemps, ce poids, et elles l'ont maintenu là où il était à cette époque-là.
Et elles peuvent néanmoins, du coup, avoir un facteur aggravant, je vais dire, de l'aménorrhée hypothalamique. Oui. Donc, il y a des questions à poser. C'est ça. Alors, donc, ok, le diagnostic est posé et parfois, comme tu l'as vécu, il ne peut être posé qu'après un arrêt de pilule. Si, par exemple, dès l'adolescence, il y a une prise de pilule qui crée, rappelons-le, des cycles artificiels. C'est pas des vrais cycles, en fait. On va peut-être pas tout détailler à chaque fois, mais voilà. Donc, arrêt de la pilule ou... Tiens, oui, j'avais cette question-là aussi. Est-ce que ça peut être un diagnostic fait aussi... Tu vois, en début de puberté, finalement, avant même l'apparition des cycles, quand le cycle menstruel n'arrive pas chez une jeune fille qui vit de la restriction depuis le début des cycles. Oui, c'est ça, c'est le même diagnostic, en fait. Absolument. Moi, j'ai eu des clientes qui ont eu leur premier cycle menstruel à 30 ans. Oui. Parce que elles sont tombées dans cette logique de restriction vers 12, 13 ans, parfois plus tôt. Oui. Et après, elles ont maintenu leurs habitudes. C'est des personnes aussi qui n'ont pas appris à manger normalement en fin de compte, puisqu'elles ont connu que toujours la restriction. Et souvent, elles sont dans une famille où la restriction a été totalement normalisée. Oui. Notre monde normalise la restriction de manière générale. Et donc, oui, c'est tout à fait possible. Dans ces cas-là, on parle d'aménorrhée primaire ou secondaire. Primaire, c'est quand les premières règles n'arrivent pas. Secondaire, c'est quand on a eu des premières règles, mais qu'ensuite elles ont disparu. Mais l'aménorrhée hypothalamique peut être en primaire ou en secondaire. C'est pas forcément que on doit avoir eu des cycles menstruels et puis ensuite les perdre. Les avoir perdus, oui. Donc, alors... Voilà, le diagnostic est posé, diagnostic par élimination. Quelle réponse généralement le gynécologue ou l'endocrinologue, je ne sais pas qui pose le diagnostic, mais va te proposer? C'est là où c'est un peu compliqué en France. Il y a beaucoup de jeunes femmes à qui on ne va pas dire noir sur blanc ce qu'elles ont. Et donc on va leur dire c'est pas grave, ça reviendra. Vous faites beaucoup de sport quand même, oui, mais bon, c'est pas ça, il faut pas forcément l'arrêter, c'est bien pour vous, c'est important pour votre santé, etc. Et donc elles sont dans une errance médicale énorme parce qu'en fait parfois on leur dit c'est pas grave, donc quelque part elles s'en inquiètent pas, mais c'est grave. Le cycle menstruel dans la vie d'une femme, en fait, c'est un signe vital. C'est ce qu'on considère comme le 5e signe vital. Et après, il y a toutes celles à qui on dit, ne vous inquiétez pas. Et voilà les pistes qui vous sont proposées. Et souvent, les pistes, c'est soit reprendre une pilule contraceptive qui, quelque part, ne fait rien, comme tu disais, qui masque le problème, puisque c'est des hormones synthétiques qu'on prend de manière externe et qui bloquent complètement toute ovulation potentielle. Raison, l'objectif, c'est de ne pas avoir de grossesse non désirée. Soit on leur dit, on va quand même protéger vos os, puisque quelque part, ils se rendent quand même compte qu'il y a quelque chose qui va pas, en leur donnant un traitement hormonal de substitution. Donc, c'est le traitement qu'on a tendance à donner aux femmes en ménopause. Et si vous avez envie de tomber enceinte, ce sera la PMA. Un petit peu comme ce qu'on t'a proposé, finalement. Quand tu as eu ce diagnostic, c'était, ok, vous voulez un enfant, la FIV, quoi. Exactement. Sauf que, moi, ce qui m'a motivée à faire le travail naturellement de retrouver mes cycles, c'est que j'avais pas accès à la PMA. Je vis à Dubaï et j'y étais déjà à l'époque. Donc, je suis depuis longtemps ici. Et en fait, la PMA, pour moi, c'était un investissement énorme parce qu'il fallait vraiment tout payer de la poche, etc. Plus, je pouvais pas le faire à l'époque à Dubaï, c'était pas permis. On est dans un pays avec des règles un petit peu particulières. Donc, il aurait fallu que je rentre en Europe faire une PMA, sachant que mon mari travaillait à Dubaï. C'était très, très compliqué pour moi. Mais la plupart du temps, en France, quand on vous donne accès à la PMA, vous payez pas. Et tout est pris en charge et c'est chez vous. Enfin, Après, je dis pas que c'est pas compliqué. C'est très compliqué, c'est très lourd souvent à traverser. Mais quelque part, en fait, les femmes, elles font confiance à leurs médecins qui leur disent, voilà ce qu'on va faire. Alors que dans 99% des cas, elles auraient pu retrouver une fertilité naturelle et ne pas avoir à passer par une PMA pour concevoir un enfant. Oui. Alors, donc c'est triste en fait quand on y pense. Et donc
voilà, ce que j'entends, c'est que finalement, ce qui t'a motivé à chercher d'autres solutions, c'est que cette solution-là était vraiment très compliquée. Et ce qui va être chouette pour les personnes qui écoutent l'épisode, c'est de gagner du temps aussi, de se dire je vais pas avoir à aller chercher toutes ces informations, puisque et merci encore pour cette traduction du livre, parce que ça rend accessible aux francophones cette méthode-là. Donc, raconte-nous alors, en quoi ça consiste exactement, cette méthode All-in? Donc déjà, c'est une méthode qui a été créée par une scientifique. Donc elle a un doctorat. Elle n'est pas docteur médical, mais elle a un doctorat scientifique qui s'appelle docteur Nicola Sykes. Et elle aussi a connu l'aménorrhée hypothalamique elle-même. Et c'est depuis sa propre expérience qu'elle, peu à peu, elle a commencé à détricoter, à chercher, à comprendre. Et je pense que c'était cet esprit un peu du scientifique qui veut comprendre, et qui est curieux et qui cherche dans les études qui ont déjà été faites sur la santé des femmes, la santé hormonale, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-ci, dans ces cas-là, que peu à peu, en fait, elle a détricoté ce qui se passait. Et elle s'est dit, en fait, je vais formaliser ça dans un livre. Et à l'époque, on était toutes sur un forum en ligne, c'est pré-Facebook. Oui, moi j'ai bien connu aussi, donc bienvenue au Club Vintage oui, d'Internet. Exactement, bienvenue dans la vieillesse. Les forums, c'était déjà tellement révolutionnaire. Enfin, moi voilà, je me souviens que c'est peut-être à peu près au moment où j'étais jeune maman, ou un peu avant, et du coup, enfin, je pouvais discuter avec des personnes qui vivaient les mêmes choses que moi. Non, attends. Oh là là, alors là, ça y est, je suis démasquée. Les premiers forums sur lesquels j'ai beaucoup participé, c'était autour de Weight Watcher. Parce que j'étais, à l'époque, à fond dans Weight Watcher. Et j'encourageais les autres, j'étais hyper investie là-dedans, quoi. Donc, Weight Watcher. Et puis après, jeune maman, etc. Mais bref, donc vous avez commencé donc par là, échanger. Dr Sykes, en fait, elle avait un petit blog sur le sujet. Et donc, moi, ma chance, c'était de taper dans mon moteur de recherche en anglais, aménorrhée hypothalamique, parce que si j'allais chercher en français, il y avait rien du tout. Et en anglais, je suis tombée sur son blog, mais il y avait pas grand-chose à part ça. Elle me redirige vers un forum, et sur ce forum, je me rends compte qu'on est des centaines de femmes avec une expérience un peu similaire à la mienne. Et Dr Sykes, en fait, comme toi qui coordonnais les Weight Watchers, elle prend un peu ce rôle de marraine où elle utilise l'information qu'elle a glanée à gauche à droite par sa propre expérience et par ce qu'elle a lu pour nous guider, pour nous dire « mais t'as pensé à faire ça, est-ce que t'as essayé ça ?» etc. Et donc cette méthode, elle se crée vraiment de manière très naturelle et organique. Et c'est des années plus tard que moi y compris, toutes celles du forum, on lui a dit mais il faut que tu écrives un livre en fait de référence parce que les médecins ne le connaissent pas bien, on est tous un peu dans une sorte d'errance médicale, il y a plein de procédures de PMA qu'on aurait pu éviter en fait, pourquoi s'imposer ça? Et donc elle écrit le livre, il sort en 2016. Donc c'est beaucoup plus tard. Moi j'avais déjà des enfants à l'époque. Et moi je reste toujours un petit peu en contact avec elle parce que cette femme, elle a changé ma vie en fait si j'avais pas eu ces informations. Et quand elle écrit le livre, elle utilise donc notre groupe du forum comme une sorte de base d'échantillon pour poser une tonne de questions. Comment vous êtes tombée enceinte? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Comment sont revenues les règles après les grossesses, etc. Donc, dans le livre original en anglais, il y a toute une partie sur la fertilité, les grossesses, les fausses couches, le postpartum, etc. que nous, à ce stade, on n'a pas encore traduit en français. Et puis voilà, on est resté en contact. Quand je suis sortie de ma deuxième rechute, je me suis installée comme coach et je lui ai dit, je voudrais bien travailler avec toi sur justement l'image corporelle, puisqu'elle a la connaissance physiologique de la sortie de l'aménorrhée. Mais le plus difficile, c'est de convaincre les femmes de prendre du poids. Donc, on a travaillé ensemble pas mal. Et après ça, on a décidé de ensemble aussi traduire le livre en français. Mais donc, la méthode All-in, elle a été créée vraiment par nous toutes, quelque part. C'est un peu un objet collectif. Et All-in vient du terme au poker de, en fait, mettre tout ce qu'on a sur la table. Donc, pas retenir quelque chose, vraiment tout donner, quoi. Et c'est un peu ce qu'on leur demande en guérison, c'est de vraiment
pas garder une forme de restriction quelque part, vraiment lâcher prise sur tout ça. Et oui, d'où l'importance, tu le disais, du travail autour de l'image corporelle, parce que à partir du moment où on se rend compte que c'est une problématique très complexe et qui inclut à la fois la nutrition, mais aussi la psychologie, l'émotionnel. Il y a tout ce travail-là. Je trouve intéressant aussi le processus que tu as vécu, toi, dans le fait de... Ok, je mets tout en place, allez, je mets tout sur la table pour que mes cycles reviennent, qu'il y ait une grossesse et tout ça. Mais ce travail sur l'image corporelle, s'il n'est pas fait parallèlement, eh bien, une fois que la grossesse, que l'enfant est né et tout, paf, je retombe dans ma restriction et non, après la grossesse, là, faut retrouver mon corps d'avant et c'est reparti, quoi, dans le régime, etc. Encore une fois, ce qui est très valorisé au niveau sociétal, faudrait quand même retrouver sa ligne. Après, c'est comme pour le mariage, il faut quand même entrer dans sa robe, il faut retrouver sa ligne, voilà. Donc, il y a vraiment ce travail de fond, en parallèle qui est fait. Exact. Donc, je dirais que ça a été pour moi une grande chance de rencontrer Nicola Sykes pour moi-même, mais après de travailler avec elle parce que j'en ai appris beaucoup plus sur l'aménorrhée hypothalamique que ce que moi je connaissais par moi-même, puisque moi je suis jamais passée du coup par la PMA, etc. Il y a aussi des femmes qui, en parallèle du travail de guérison, ont quand même accès à une PMA et donc décident de l'utiliser. Donc, il n'y a pas une seule façon de guérir. Moi, j'ai eu la voie la plus naturelle possible. Mais après, il n'y a pas du tout de jugement sur le fait que certaines personnes vont passer par toutes sortes de chemins différents. Bien sûr. Et aussi, évidemment, ça dépend de tout un tas de facteurs, dont l'âge de la personne. Exact. Moi, à 28-29 ans, j'avais encore le temps de me donner 6 mois pour retrouver un cycle. Mais si on est vraiment à la limite, vraiment pour avoir un enfant naturellement, c'est vrai que potentiellement, on va se dire, là, j'ai pas trop le temps d'attendre, de voir ça marche. Oui. Donc voilà, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Alors, tu parlais de 6 mois. Est-ce que de ton retour d'expérience, c'est comme une moyenne pour retrouver des cycles avec la méthode ? Alors, c'est super intéressant parce que quand la méthode a été formalisée dans le premier livre en anglais, l'original, c'était 6 mois en moyenne. Mais évidemment, on parle d'un échantillon de femmes qui n'ont pas... cette formalisation de la méthode. Donc, moi, je me rappelle de vivre ça, de me dire... Bon, apparemment, si je mange plus et je fais moins de sport, ça devrait revenir. Mais en fait, il y avait rien qui, noir sur blanc, me disait « ça va marcher, vas-y, quoi ». Ah oui. Et il y avait rien aussi qui m'aidait, comme tu disais, psychologiquement à faire face à ce qui se passait. Donc, je pense aujourd'hui, au vu de ce que je fais en coaching, et moi, typiquement, j'accompagne pendant 3 mois mes clientes, en général, en 3 mois, elles ont un retour de cycle. C'est pas le cas de tout le monde, parce que chacune, on est différente. Et puis, parfois aussi, c'est le lâcher-prise qui est plus difficile pour une par rapport à une autre. Mais je dirais qu'aujourd'hui, même si officiellement la méthode dit 6 mois en moyenne, moi, je pense que ça descend plutôt vers les 3-4 mois, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a 98% de succès avec cette méthode. Donc, c'est pas une question de... On a des doutes et on fait un pas en avant, 2 pas en arrière, comme moi, j'ai beaucoup fait. Ou un jour, j'étais hyper motivée, je me disais, ça a marché, je vais manger ce que j'ai envie, tant pis, etc. Et puis après, dès que je voyais mon corps changer un petit peu, j'étais en flip et je repartais en arrière. Mais oui. Et je me disais, mais je suis folle, mais comment je peux faire ça, etc. Ici, l'idée, c'est de les accompagner, pour moi, en tant que coach ou via le livre et la communauté virtuelle. On a une petite communauté virtuelle où les femmes peuvent échanger entre elles aussi. C'est de leur dire, on sait que ça marche, ça va marcher pour toi aussi. Mais oui. Et aujourd'hui, comment, en fait, on met en place ce dont on a besoin pour que ça marche ? Oui.
Et oui, ça n'a rien à voir, hein, parce qu'il y a vraiment... Alors, si je comprends bien, il y a un protocole aujourd'hui à suivre, en fait. Il y a comme un chemin qui guide, finalement. Et puis, il y a surtout de pouvoir avoir la confiance de dire, mais si ça va marcher, quoi. Parce que tu le sais, en fait. C'est... voilà. Bah, écoute, tu sais, on dit 95% des régimes ne fonctionnent pas. Ah oui, à long terme. Bah, ici, c'est l'inverse. Ici, on sait que autant l'échantillon que Nicolas a utilisé, c'était 98% de réussite. Oui. Les 2% restants, c'est pas parce qu'elles ont pas forcément retrouvé de cycle, c'est parce qu'on les a perdus de vue. Nouvelles. Donc, on ne sait pas. Peut-être elles ont mis plus de temps et elles y sont arrivées. Donc, c'est un résultat qui est hyper positif. Ben oui. Et il n'y a pas de raison de se dire, quand on est vraiment dans ce diagnostic-là, qu'on pourrait pas y arriver, en fait. Donc, maintenant, selon une personne et une autre, ça prend parfois plus de temps de faire ce travail. Mais ça, c'est peut-être presque plutôt du travail comme toi tu fais en accompagnement de TCA. C'est pas tant le problème de la méthode all-in que c'est le problème de il faut que j'accepte de manger typiquement en all-in, on dit 3 repas, 3 collations par jour. Il faut que je mange même quand j'ai pas faim parce que mes sensations à ce stade sont faussées. Oui. Il faut que j'arrête de faire du sport, même si c'était ma béquille émotionnelle. Et d'anxiété. Ou je fais du sport, mais de manière différente, de manière beaucoup plus douce, beaucoup moins, je dirais, acharnée et violente. Je me débarrasse de ma balance et de ma balance de cuisine et ce genre de choses pour me détacher un peu de tout ça. Et puis, j'apprends à gérer mon stress et mes émotions. Ça aussi, ça a un rôle hyper important. Et je pense que parfois, on oublie que la petite voix critique qu'on a à l'intérieur quand on n'aime pas son corps, elle fait monter nos hormones de stress aussi. Et oui, parce qu'on n'en a pas encore parlé, hein, mais il y a, du coup, je comprends aussi une influence du cortisol aussi sur l'absence de cycle et les alertes dans l'hypothalamus. Tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'on recommande, par exemple, d'arrêter le sport à haute intensité. Donc, je parle de, tu sais, la course à pied, le crossfit, tout ce qui est fait dépasser les battements de cœur par minute au-delà de 100. Donc, des choses qui sont un peu plus cardio, en fait. Qui tout ce qui est cardio. Te pousse un petit peu plus. On recommande de l'arrêter pendant cette période-là parce que, ça enlève de l'énergie qui est vraiment nécessaire dans le corps qui est en demande d'énergie. Mais 2, parce qu'on sait que le cardio fait augmenter le cortisol. Et donc, en effet, quand on fait même si on se dit je mange plus, donc je continue mon cardio, parfois, ça maintient le corps en aménorrhée hypothalamique, en fait. Alors, j'ai une question un peu... avant qu'on commence à enregistrer, je disais que moi, je suis un peu le Candide dans l'histoire. Une question un peu... Allez, on va dire un peu candide, un peu naïve. C'est, tu sais, on se dit, la thérapie d'alimentation intuitive, ça veut dire qu'on écoute ses sensations, qu'on mange, on suit sa faim, son rassasiement, ses envies, etc. Là, dans la méthode all-in, c'est pas du tout ça, quoi. On est dans un protocole qui va nous dire, tu sais, 3 repas, 3 collations, je mange même si mes sensations ne sont pas là, parce que, et il y a un élément de la réponse, de la question, mais mes sensations ne sont plus valables, entre guillemets. Fiables. Voilà. Et donc, alors, pourquoi, je le disais en préambule, que ça se complétait vraiment, cette méthode all-in avec la thérapie d'alimentation intuitive. Alors, en quoi c'est pas antagoniste, finalement ? Pour moi, l'objectif, c'est que mes clientes, après la sortie de l'aménorrhée, elles aillent vers l'alimentation intuitive. Et on partage avec l'alimentation intuitive les valeurs, par exemple, de rejet de la culture des régimes ou du culte de la minceur. La méthode que j'utilise, dont je parlais au début, Health at Every Size, elle est très, très liée à l'alimentation intuitive. Mais par contre, c'est vrai que quand on est vraiment dans le diagnostic de l'aménorrhée hypothalamique, on va pas tout de suite pouvoir mettre l'alimentation intuitive en place de la même manière, je vais dire, qu'une personne lambda qui aurait des cycles. Après, tu vois, je pense à quelqu'un comme toi, je pense à d'autres personnes qui sont certifiées en alimentation intuitive et qui ont une très très bonne connaissance des TCA. Je sais qu'elles vont mettre en place ce qu'il faut pour que la personne retrouve un équilibre avant de vraiment lui dire « fais confiance à tes sensations », etc. Mais normalement, oui, l'alimentation intuitive, elle vient un petit peu après. Mais par contre, les valeurs sont très similaires. C'est cette notion de se détacher de l'espèce de toute-puissance du poids et de la minceur,
de voir la façon dont on bouge aussi de manière différente, de voir la façon dont on réfléchit différemment. Le livre explique bien aussi tout ce qu'on propose aux femmes qui le lisent pour s'aider psychologiquement aussi. Comment il y a plein de témoignages dans le livre qu'on a utilisés, des femmes qui expliquent ça c'est compliqué pour moi, mais voilà ce que j'ai mis en place, voilà ce qui fonctionne. Donc je pense que les valeurs profondes de l'alimentation intuitive et du all-in sont les mêmes. Mais par contre, tant qu'on est dans un déficit énergétique chronique, on va pas pouvoir faire confiance aux sensations de faim et de satiété. Complètement. Et donc oui, tant qu'on n'a pas au moins 3 cycles consécutifs qui sont d'une durée relativement acceptable, parce que parfois les cycles en guérison sont plus longs que la moyenne, on va pas pouvoir faire confiance complètement à ces sensations-là. Et il va falloir être plus dans une notion de système, de plan, où on dit je mange toutes les 3-4 heures sans m'interrompre, parce que mon corps en a besoin à ce stade. Oui, et c'est exactement le positionnement des autrices, des créatrices de la thérapie d'alimentation intuitive, Evelyne Tribol et Élise Reich, où il y a dans le manuel tout un chapitre sur les troubles des conduites alimentaires et l'adaptation justement de la thérapie, et c'est exactement ça, la renutrition dans le cadre d'un trouble restrictif, la renutrition en préambule finalement, qui permet de retrouver effectivement des sensations corporelles fiables et suivables, presque les yeux fermés, quoi, finalement. C'est ça. Et à ce moment-là, on peut se faire confiance et on sait que notre corps a suffisamment d'énergie, etc. Mais sinon, c'est des sensations qui sont modifiées par la restriction. Complètement. Et donc, à force d'envoyer des signaux qui n'ont pas de réponse, auxquels on n'a pas répondu, le corps arrête en fait d'envoyer des signaux. Et donc, moi, j'ai pas mal de personnes qui viennent vers moi en disant « mais je mange à ma faim et mes règles ne sont pas là, est-ce que c'est problématique ?» Oui, en fait, c'est problématique parce que les problèmes physiologiques, donc l'aménorrhée hypothalamique, elle influence sur la densité osseuse principalement, mais aussi sur la santé neurologique. Donc, on risque un Alzheimer précoce et sur la santé cardiaque. C'est les estrogènes, en fait, c'est le manque d'estrogènes quand on n'a pas assez d'estrogènes. Donc, c'est les mêmes problèmes qu'on peut rencontrer à la ménopause. En ménopause, oui, tout exact. À fait. Donc, quelque part, il faut se poser toutes ces questions. Aujourd'hui, je m'accroche à ce corps qui est peut-être façonné comme je l'avais imaginé, mais comment je vais payer ça plus tard Et est-ce que ça vaut vraiment... Parce que cette minceur vaut la peine, le prix de ma santé, quelque part, de peut-être être grabataire à 45 ans. Ça fait mal à entendre, mais c'est important de le c'est le dire, la réalité, malheureusement. Mais donc, c'est pour ça, pour moi, les valeurs de l'alimentation intuitive, et franchement, je suis fan. Je recommande en général en fin de parcours, une fois que les règles sont revenues, je leur dis, regardez vraiment le livre, suivez la méthode, suivez les gens qui proposent, etc. Mais malheureusement, au tout début, non, la méthode all-in, elle est obligée de passer par un plan un peu plus strict de renutrition. Oui, c'est ça. Et qui est, tu viens de le préciser, vraiment ce plan de renutrition, comme une diététicienne, par exemple, formée au TCA, va le proposer à une personne en guérison d'anorexie. Et ce que j'aime bien, c'est les 2 couches de l'accompagnement. La couche nutritionnelle, mais la couche aussi émotionnelle, psychologique. Parce que c'est pas rien en fait de vivre ça, c'est vraiment pas rien. C'est vraiment une épreuve compliquée. Mais oui. Et il y a beaucoup de remises en question qui doivent passer par là aussi. Ça dépasse l'attachement qu'on peut avoir au poids ou au physique. Mais oui. C'est vraiment comment je vis ma vie, exactement. Qui suis-je. J'en parlais encore ce matin même avec une de mes clientes. En fait, on se rend compte que souvent, on a un peu ce syndrome de la petite fille modèle, ou de l'enfant la bonne élève. Parfait. Voilà, la bonne élève, qui est très commun parmi les personnes qui ont une aménorrhée hypothalamique. Et donc, on a suivi les sentiers qu'on nous a tracés devant nous en disant « tu peux pas sortir des clous, il faut rester dedans, etc. » Et en général, on l'a fait de manière extrêmement authentique. Enfin, on s'est dit « je vais vraiment me calquer sur ce qu'on attend de moi. » Mais oui. Mais du coup, on se perd en cours de route parce qu'on sait plus qui on est. Moi, je me souviens d'être dans une incapacité totale à prendre des décisions.
Déjà parce que j'étais pas nourrie suffisamment, donc en fait mon cerveau fonctionnait pas bien. Et ça aussi c'est important à rappeler. Complètement. Votre cerveau il peut pas fonctionner à fond si vous le nourrissez pas suffisamment. Et puis après de me dire mais en fait tous les choix quasiment que j'ai fait dans ma vie c'était plus parce que j'attendais l'approbation de l'autre que parce que moi j'avais vraiment cette envie particulière de faire ça. Et malheureusement, le régime se calque bien sur cette idée de la petite fille modèle qui aurait aussi l'apparence parfaite, la vie parfaite. Elle serait toujours accueillante, bienveillante avec les autres. Elle s'oublie, elle passe jamais en priorité, elle est jamais en colère, elle est jamais rebelle. Lisse, oui. Exactement. Et donc, avec la plupart de mes clientes, on aborde aussi ce sujet de comment on se reconnecte à soi, on met des limites aux autres, on apprend à s'auto-encourager et pas attendre ça dans l'œil de l'autre, en fait. Parce que malheureusement, ce que les autres veulent pour nous, c'est pas forcément ce qui est le mieux pour nous non plus. Et non. Florence, je suis en train de voir qu'on va devoir bientôt se quitter. On arrive à la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y aurait une dernière chose que tu voudrais partager pour conclure, une chose à ne pas oublier ou le message le plus important? Qu'est-ce qui te viendrait là? Pour moi, ce qui est intéressant dans le terme all-in, c'est cette idée aussi de vivre pleinement sa vie en fait, de pas vivre à moitié ou donc, au-delà de ce que la méthode représente en termes de manger assez, se reposer assez, prendre soin de soi d'un point de vue stress, apprendre à gérer son stress en dehors du contrôle ou du sport, il y a cette notion en fait, je veux être all-in dans ma vie, quoi. J'ai envie d'être à fond, de profiter, d'être présente, et pour faire toutes ces choses-là, quelque part, j'ai pas besoin d'avoir un corps spécifique. Exact. Mais oui. Je peux vivre, je veux dire, il y a des gens de toute taille, de tout corps, et j'invite d'ailleurs les personnes qui nous écoutent à regarder dans la rue, pas seulement les personnes qu'ils jugent belles ou minces, mais aussi tous les autres, et de se rendre compte qu'elles font carrément partie de cette diversité corporelle, et que voilà, en fait, qu'est-ce qu'on veut pour notre vie ? On va jamais écrire sur notre pierre tombale qu'on était hyper doué à manger que des salades. Par contre, on va se poser la question de quelle vie j'ai vécue, comment est-ce que je me suis épanouie dans ce que je faisais, est-ce que j'ai développé des relations positives autour de moi, comment je me suis sentie dans ma vie, dans mon corps, dans ma tête. Donc je sais que pour beaucoup qui vont peut-être écouter, qui sont peut-être dans cette situation, c'est très anxiogène de se dire de lâcher prise, de dépasser un certain nombre de limites qu'elles se sont imposées. Mais il y a une vraie vie complète et intéressante de l'autre côté. Donc c'est ça que j'aurais envie de dire. Oui, merci beaucoup Florence pour ce dernier message super important et inspirant. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Comment les personnes qui nous écoutent peuvent te contacter ? Où est-ce qu'elles peuvent trouver le livre ? Enfin, dis-nous tout. Le plus simple, c'est vraiment la plateforme Instagram. Mon compte, c'est « Je n'ai plus mes règles », comme le nom du livre. Oui. Depuis mon compte, elles vont pouvoir avoir accès à l'achat du livre. Donc, il est en version numérique ou brochée. Elles vont avoir accès, en achetant le livre, à la communauté virtuelle. On offre 1 mois gratuit d'accès à la communauté virtuelle et après, c'est 9,99 € par mois. Et puis, elles auront accès aussi, si je fais des ateliers, des choses un petit peu différentes. Et à mon blog, à mon site web, elles peuvent prendre une première séance de coaching. Beaucoup de femmes qui sont dans une errance médicale, la séance de 30 minutes qui est assez bon marché, en fait, elle sert un peu à les aiguiller, simplement, à leur dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait pour poser un diagnostic correct quand on a un médecin qui n'a pas forcément dit c'est ça ou c'est ça, qui vous a laissé un peu dans vos difficultés. Donc voilà, je pense que la plateforme Instagram, c'est le plus simple pour me trouver tout un tas de contenus et d'accès si elles veulent vraiment passer à la vitesse supérieure et qu'elles se disent maintenant j'en peux plus, il faut vraiment que je me retrouve en fait et que je donne cette énergie à mon corps. Oui.
bien sûr que nous mettrons le lien dans la description de l'épisode. Merci Anne. Je te remercie beaucoup Florence. J'ai pas vu le temps passer pendant notre conversation. J'ai trouvé ça tellement intéressant. Je te dis peut-être à bientôt et sûrement à bientôt parce qu'on a déjà d'autres idées de sujets à discuter ensemble ici. Donc je pense que nous nous retrouverons bientôt sur la pleine conscience du pouvoir et puis écoute, à bientôt d'une manière générale. Mais oui, un tout grand merci encore Anne de donner de la visibilité à ce souci qui est souvent oublié. Et j'espère en tout cas que ça va aider certaines personnes qui t'écoutent. Et merci toi aussi d'être un phare qui ramène les gens vers une vision anti-régime aussi des choses. Je pense que c'est un plaisir d'échanger avec d'autres professionnels qui partagent les mêmes valeurs. Complètement. À bientôt. Merci Anne. À bientôt.